On est Siman Café, Saï, Judelet, on est à partir du Rama. Comme on l'a vu de Shulchan Aruch, qu'il ne fallait pas faire sortir les tefilines de tête de leur pochette, même si je vais les faire sortir et yad et tête en même temps, je n'ai pas le droit, enfin, c'est de la Kabbalah. Il faut laisser dans la poche. Dit le Rama, Ve'af im shenehem lefanav chutz latik. Même si les deux sont en dehors de la pochette, lo yetaken liftoch hatefila shel rosh ad achar hanacha shel yad. Il ne faut même pas s'occuper de tefilin shel rosh avant d'avoir mis shel yad, mais là c'est encore plus problématique parce que si je m'occupe des roches, je suis obligé de les mettre d'abord. Yesh mi shekatav laniach shel yad miyusha ve shel rosh me'umad. Il y a qui disent qu'il faut mettre les... Ah, on a oui parlé de ça. Oui, ça oui. Ouais, il faut mettre la tefilin de la main. Je vais regarder l'aniach shel yad miyusha ve shel rosh me'umad. Il fallait, ouais, on avait expliqué, c'est ça. Il fallait mettre ceux de la main assis et ceux et la roche en haut. Bien, c'est-à-dire d'après le Niglé, les deux debout, et la bracha debout parce que c'est mieux, d'après le Nistar. On avait expliqué dans quel cas il faut faire la Kabbalah. Dans quel cas, pas la Kabbalah. Alors, dans ça, on va continuer parce que le Mishnah Berurah ici il ramène. Alors là, déjà, il y a une discussion. Est-ce que d'après le Zohar, est-ce que d'après la Kabbalah, il faut mettre les tefilines de la main assis ou pas? Le Gaon, ça c'est aussi, le Gaon, c'est un possèque qu'il a tout fait pour expliquer qu'il n'y a jamais aucune contradiction entre le Zohar et la Gemara. D'après le Harizal, il y a des contradictions. D'après le Gaon, il y a zéro contradiction. Ouais. Le Zohar Kadosh dit qu'il ne faut pas toucher la barbe. D'après le Gaon, ça veut dire avec la lame. Les Mekoubalim, ils disent, certains, qu'il ne faut pas toucher du tout la barbe. Et les Mekoubalim, le Ben Ishraï, et beaucoup d'autres Mekoubalim, comme le Ramcha, le Raman Mepano, ils pensent que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'arracher les cheveux. Ouais. Et le Gaon, il dit non, ça n'a aucun sens. C'est écrit qu'il faut 12 pains pour le Shabbat. Le Harizal, il te dit tu dois faire chaque Séouda 12 pains. Le Gaon, il te dit ça veut dire qu'il y a 2 pains par Séouda, que tu vas couper, ça va en faire 4. Fois 3 Séoudot, tu as 12 pains. C'est toujours le Gaon comme ça. Là aussi, il dit, je ne connais pas exactement comment expliquer, il dit qu'il n'y a pas dans le Zohar une raison de s'asseoir quand on était fini. La même chose par exemple, Tfilin Shel Moutam, bien que dans le Zohar il dit que c'est bien, alors le Gaon il dit non. C'est pas ça le sens du Zohar, je n'ai pas très bien compris comment il explique. Mais d'après le Gaon, il n'y a aucune raison de mettre les Tfilin Shel Moutam. Il y a 3 avis au fait. Il y a comme certains chassidim comme Chabad qui te diront que Rabbi Moutam c'est plus important que Rashi. C'est faux. D'avoir casé, c'est pas possible. Ouais, c'est possible pour les grands, mais c'est possible, comme on a expliqué, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, mais quelqu'un qui n'a pas de gâteau, la cerise n'a aucun sens. Ouais, alors c'est beaucoup d'erreurs des fois. On voit la cerise sur. Le Zohar HaKadosh, il parle d'une cerise sur le gâteau. Beaucoup de fois, c'est comme ça. Il y a qui te dit, d'après le Shulchan Aruch, Yireh Shamayim Yimetin Shel Rabbi Moutam, on verra ça. Peut-être on avance, on ne va pas dire. C'est vrai que parce qu'ici on va parler dans quel cas se faire selon la Kabbalah, dans quel cas pas selon la Kabbalah. Et le gars on lui dit, il n'y a aucune raison de mettre Rabbi Moutam. C'est pour ça que les vrais Litaniens, dans les yeshivot, le monde des yeshivot qui suivent le Gaon, ils ne mettent jamais Rabbi Moutam. Ramoshe Feinstein, une fois, le Rabbi Lubavitch lui a écrit, alors depuis Ramoshe Feinstein, il mettait aussi Tfilin Shel Rabbi Moutam. C'est aussi, il faut savoir aussi que les Gdolim, quand quelqu'un leur disait de faire quelque chose, même s'ils n'étaient pas d'accord, même s'ils pensaient qu'il ne faut pas le faire, ils le faisaient. Et moi, il dit, Amar Rabbi Eliezer, je sais que je ne suis pas un Kohen. Mais si mes amis me diront, monte faire Birkat Kohanim, je monterai faire Birkat Kohanim. C'est ça que moi, il dit. Il y a aussi quelque chose de pareil quand on me dit. En tout cas, il y a qui disent que le Gaon, il n'avait pas connu la Torah du Harizal. C'est pour cela qu'il n'est pas d'accord avec le Harizal. C'est impossible de le dire. Surtout que Rabbi Vologiner, l'élève du Gaon qui ne disait que la vérité, il a témoigné que le Gaon étudiait la Zohar avec le Harizal et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, non seulement il a connu la Torah du Harizal, mais il étudiait avec lui la Kabbalah, mais c'est une machloket. Il y a d'autres Koubalim qui expliquent que c'est une machloket aussi des points de vue dans la Kabbalah. Comment comprendre? Il y a qui te diront que le Gaon, c'est une profondeur encore plus approfondie dans la Kabbalah. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de contradiction entre la Kabbalah
et le Nigla, c'est la vie du Gaon. La majorité des Mekoubalim ne se conduisent pas comme les Gaon. Ouais. Ils se conduisent comme le Harizal. Et ils disent que oui, il y a des fois des marloquettes entre la Kabbalah et le Shulchan Aruch. Et là, nous dit le Mishnah Berurah, il nous dit les règles dans quel cas on va faire selon la Kabbalah. On parle quand il y a des problèmes de halacha. Ouais. Ce qu'on a expliqué la dernière fois, ce n'est pas des problèmes de halacha. Il y a des choses qui ne sont pas une question de halacha. Alors, le Shulchan Aruch, il n'en parle pas. C'est ni tu es obligé, ni tu n'es pas obligé. Quelqu'un va se dire, je me mets à me conduire d'après le Zohar. Alors, il faut savoir deux choses. Que le Zohar, c'est la cerise sur le gâteau. Et une cerise sans gâteau n'a aucun sens. Il faut savoir que parfois, ça dépend du niveau de la personne. Plus une personne est élevée, plus chaque action, même quand il bouge du doigt, ça a un sens. Donc là, chez lui, il y a une différence. Il met des habits blancs, rouges ou noirs. Et chez lui, il y a des différences dans beaucoup de choses, comment il va se conduire. Mais chez les gens simples, leur neshama n'est pas suffisamment élevé pour qu'il y ait une différence, comment il va s'habiller. Donc, c'est en général, il faut être du niveau, sauf comme on a dit, c'est celui qui est tamim, celui qui est réellement tamim, pas qui se la joue tamim, pas qui décide d'être un tamim. Voilà, on ne peut pas être intelligent dans tout sauf dans la Torah. C'est pas possible, c'est incompatible. Quelqu'un de tamim, c'est quelqu'un de simple. Ouais, il y a des gens, beaucoup de gens, tu vois comme ça. C'est des gens, un métier très très simple, des gens très simples, ils comprennent, dès que tu leur expliques, tu essaies de leur expliquer que 2 plus 2 égale 4, il n'a pas encore compris. Ouais. Il fait comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. C'est très possible que leur action en une valeur supérieure à ce que nous on fait après 50 000 kavanot. C'est très possible. Je ne serais pas étonné. Ouais, parce que c'est des gens purs qui font tout dans la volonté d'Hachem. Ils n'ont vraiment pas très bien compris, mais ils font ce qu'ils comprennent que Hachem a fait. Ils font 100% de ce qu'ils ont compris que Hachem il veut dire. C'est des tzadikim mourus. Et de quelqu'un, il est oui intelligent dans tout, sauf dans la Torah. Il dit, Torah, je vais être tamim. Alors, c'est la différence. Quand un bébé de 2 ans, il dit il parle, tu sais, quand on est tous fous de lui, et quelqu'un de 50 ans qui se met, ben, je vais être tamim, je vais faire comme un bébé. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Il est devenu sénile à l'âge de 50 ans, c'est ce qu'on va dire de lui. C'est vrai? C'est la même chose. Là, le Mishnah Berurah, il parle de ce qui est halacha, comme ici. D'après le Zohar, il faut absolument être assis. Et d'après le Nigla, il faut absolument être debout. Donc c'est une marloquette. Comment faire? Alors là, il dit les règles. Il dit Katav Knesset Agdola, Begal possible. Kol davar sheba'alei hakabbalah ve'azohar cholkim im hagemara va'poskim. Dès qu'il y a une marloquette entre la Kabbalah et le Zohar, il faut suivre la Gemara et les poskim. C'est ça Rav Ovadia, sauf ceux que d'après c'est des Mekoubalim. Ceux qui sont Mekoubalim, évidemment, ils font tout d'après la Kabbalah, donc ils font tout d'après la Kabbalah. Mais pour ceux qui ne sont pas Kabbalah, dès qu'il y a une marloquette, je dis bien, que l'un il te dit c'est comme ça, et l'autre te dit c'est pas comme ça, et là, autrement, là, on doit faire comme le Nigla, sauf si c'est quelqu'un qui est Mekoubal, que c'est une autre chose. Miou. Im ba'alei hakabbalah machmirim, des choses que les Mekoubalim interdisent. Yesh le'achmir gamken, il faut aussi être machmir. Ve'im lo uzkar b'gemara va'poskim. Et si c'est quelque chose qui n'a pas été ramené dans la Gemara, afal pi shenizkar b'Kabbalah, bien qu'il a été ramené dans la Kabbalah, on ne peut pas obliger quelqu'un de se conduire de cette façon. C'est ce qu'on a parlé dorénavant. Quand on a dit c'est qu'il faut être du niveau. Et si tu n'es pas du niveau, ça n'a aucun sens. Mais quelque chose, une halacha, c'est-à-dire, je pense qu'avant il parle de quelque chose qui est une hanaga, une conduite à tenir qui n'est pas vraiment une halacha. Mais une halacha qui n'est écrit nulle part l'inverse dans le chasse poskim, yesh lilechacha, dit dans la Kabbalah, il faut aller par la Kabbalah. C'est quoi il faut? C'est pas qu'on est obligé, mais c'est bien, on sait très bien. Et de même, là où il y a une machloquette entre les poskim, il faut trancher selon les Mekoubalim. Personnellement, quand il s'agit de Tfila, ça, je suis le Kafachaim. Le Kafachaim, c'était quelqu'un qui était et Nigla et Kabbalah. Il sait très bien faire ce mélange-là, ce mix. Tu peux savoir des fois, il y a des choses que c'est de la Kabbalah, comme comment faire la Tfila. Ouais. La Tfila, c'est tout la Kabbalah, en fait. C'est des Mekoubalim qui comprenaient comment ça se passait. Pour instituer une Tfila, il faut savoir comment tout se passe en haut. Donc, il y a le Kafachaim qui est un peu, dans le Mishnah Berurah, il ne tient pas vraiment compte de la Kabbalah, surtout que d'après le Gaon, il va toujours dire qu'il n'y a jamais une machloquette entre la Kabbalah et le Zohar et la Gemara. Et le Kafachaim, si vous voulez, vous pouvez voir, il y a souvent de la Kabbalah.
il ramène comment se faire, se conduire d'après la Kabbalah. Là aussi, à chacun de faire comme il veut. Il y a des fois, comme la tefila, que je suis dans Kafachaim, parce que c'est oui une question de Kabbalah. Yudbet, on essaye Yudbet. Im maniach tefilin kama permim beyom, sarich levarech alehem bechol pa'am. Quelqu'un qui met les tefilin plusieurs fois par jour, il faut faire la bracha à chaque fois, à chaque reprise. On verra que c'est pas la halakha comme c'est safek berachot, ouais, safek brachot dans laquelle quand il y a une marloquette comment faire des brachot, même quand c'est contre le Bet Yosef, on ne fait pas. Mais là, d'après le Bet Yosef, tu enlèves tes tefilin, dit le Mishnah Berurah, même si j'avais l'intention de le remettre tout de suite après, même si je ne me suis pas déplacé, d'après le Shulchan Aruch, sarich levarech alehem bechol pa'am, il faut refaire la beracha à chaque fois. De même, nishmetu mimekomam, les tefilin ont été déplacés involontairement. Ouais, les tefilin sont tombés là. Et bien, quand il les remet en place, d'après le Shulchan Aruch, il faudra refaire la bracha. Ouais. Et donc, et dit le Rama, et si c'est seulement une tefila, donc c'est une de la tête, il ne va pas faire la bracha à Cher Kideshanu Mitzvot V'Tzivanu il va faire un mitzvot tefila. Ça dit le Rama. Hezizam bimekomam adata le'achazira miyad. Il les a déplacés dans l'intention. C'est pas que c'est seulement c'est tombé. Donc tu peux dire que c'est un F-sec parce qu'il y avait pensé. Même si lui-même il les a déplacés. Donc il y avait, je sais pas, il s'est mis comme ça les tefilin dans l'intention de le remettre sur place. Quand même tzarich levarer. Donc c'est le da'at Shulchan Aruch. Mais le Rama a dit yesh omrim shelo levarer ve'achi nahog. Mais il dit il faut pas faire la bracha. C'est comme ça le minhag. Et en réalité c'est comme ça qu'on se conduit. Pourquoi? Parce que ça fait que berachot lehakel. Dans le cas de ça fait que berachot lehakel, on ne le fait pas. Il dit ici, katav ashla, ceux qu'on n'a pas l'habitude de refaire la bracha quand les tefilin se sont déplacés toutes seules, parce que en général, si ça se déplace tout seul, c'est pire que quand je les déplace dans l'intention de le remettre. Quand j'enlève mes tefilin dans l'intention de le remettre, c'est pas vraiment, je ne marque pas vraiment une pause ou un arrêt. Mais quand il tombe, il se déplace tout seul. C'est une façon, c'est comme si c'est tombé. Dans le talit, on verra si le talit est tombé, ça peut être. On verra, c'est possible qu'il faudra refaire la bracha. On l'avait dû faire ça déjà. Ouais. Normalement, quand les talit tombent tout seul, les karadines, il faut refaire la bracha. Et je crois que là-bas aussi, je ne m'en veux pas. Concrètement parlant, je me rappelle qu'il faut faire la bracha, mais je crois que là-bas aussi, il y a qui pensent qu'il faut pas refaire. Ouais. Mais moi, j'ai toujours fait la bracha. Mais je pense que. On a vu que c'était du marloquet. Je revois ça. D'accord? Mais ici, il dit pourquoi on n'a pas l'habitude, quand les tefilin ont bougé pendant la tefila. Il dit parce que tout au long de la tefila, on a l'intention d'avoir les tefilin sur la tête. Donc c'est comme si je les ai enlevés dans l'intention de les remettre. Il dit donc ceux qui ont l'habitude de rester avec les tefilin après la tefila, et en disant comme ça, ils font jusqu'à Chatzot, si les tefilin se sont déplacés involontairement, il faudra refaire la bracha. Et le Chaya, il dit, même au milieu de la bracha, même, il ramène des avis. En d'autres termes, concrètement parlant, ça fait que brachot laquelle on ne refait pas de bracha. Mais il faut savoir que l'afkamina, il est que, étant donné que c'est des marloquettes, il vaut mieux éviter. Ouais, faire attention que les tefilin soient bien à leur emplacement, convenablement. C'est qu'ils ne bougent pas tout seul. Là, il dit, les isams, s'ils se sont déplacés de leur endroit, c'est quoi déplacer? Il dit, c'est ou la totalité des tefilin ou la majorité des tefilin. Mais quand c'est une minorité, non. En tout cas, le Mishnah Berurah, il ramène des machloquettes. Il y a des cas où il y a plusieurs avis. Concrètement parlant, à ma connaissance, on ne refait pas de bracha, mais à savoir, faites attention, faire attention. Mi shemaniar tefilin shel yad uberach. Si quelqu'un, il a fait la bracha, ce tefilin shel yad, ou betrilat haïdouk nifsak akashen shel yad.
Et tout d'un coup, le nœud s'est défait. Et donc il doit refaire le nœud. Omnam le Essiar dato. Mais il sait pas. C'est-à-dire, il a toujours l'intention de mettre des filines. C'est pas qu'il s'est occupé de quelque chose. Il n'a pas occupé son attention par quelque chose d'autre. Et notre Tarzor ou les Varères, pourquoi? Parce qu'il est occupé pour les tefilines. Ouais, quand je refais les tefilines, des fois, par exemple, il met les tefilines chez le roche, il voit que c'est trop petit, trop long. Il a le droit de resserrer le nœud ou l'agrandir, parce que ça s'appelle, pour mettre les tefilines, ce n'est pas un F sec. Il dit, mais si le Shulchan Aruch dit, Imutar Shaliad Kodem Anacha Shel Rosh, si le nœud de la main il s'est défait, alors il doit refaire le nœud de la main sans bracha. Et là il dit comme ça, s'il a mis, il est terminé déjà de mettre les et tout d'un coup le nœud de la main il s'est défait, là il va devoir refaire la bracha. Mais adek ou mevarer, est-ce qu'il y a aussi sur ça une marque je ne me souviens pas. Bon. On continue. Je me suis réveillé un peu tard et j'ai pas eu le temps de me préparer. Vous voyez la différence, hein? Moutar levarer al tefilin she'ulim velo al gezulim. On a le droit de faire la bracha sur des... C'est-à-dire, le talit, il faut que ce soit le mien, comme on avait dit. Si je veux utiliser ton talit pour pouvoir faire la bracha, il faut que tu me le donnes sur le mien. On apprend que un talit, c'est seulement quelque chose qui m'appartient. Mais les tefilin, d'ailleurs j'ai vu Rav Scheinberg, il portait des fois une centaine de tzitzit. C'était incroyable. Personne n'a jamais dit à qui que ce soit au monde pourquoi il faisait ça. Sans parler de Talit Gadol, c'est incroyable qu'il faisait les canicules avec ou sans Aklim. Il avait, personne ne sait combien, mais son élève, il a dit, des fois je pense qu'il y avait au moins une centaine de tzitzit. Alors on lui a demandé comment il faisait, parce qu'il suffit qu'il y ait un tzitzit qui est déchiré, que c'est assourd. Alors qu'est-ce qu'il faisait, Rav Scheinberg? Alors il vérifiait, il y avait un élève qui vérifiait tous les tzitzit qu'il y avait. Mais il faisait une condition. Il disait que s'il y a un tzitzit qui n'est pas sourd, j'abandonne le talit. Le talit ne m'appartient plus. Et donc, quand le talit ne lui appartient plus, il est exempté de faire les tzitzit. Savoir, un talit qui ne m'appartient pas, je ne peux pas faire de bracha. D'ailleurs, les gens ne savent pas, quand on prend le talit de la synagogue, il faut savoir, on a une intention que ce soit le nôtre. On l'achète, c'est-à-dire le gabaï. Le possible demande qu'est-ce qui se passe quand le gabaï lui-même ne connaît pas cette halakha. Alors, le possible, c'est pas grave, parce que c'est quelque chose d'universel. Quand je prends un talit, ouais, c'est une halakha qu'on avait dit, au moment où je le prends déjà, c'est le mien. Le mien dans l'intention de le rendre à la synagogue. Et là, je peux faire la bracha. Mais les tefilines, on n'a pas besoin que ce soit les miens, je me prends des tefilines. Et il y a du temps de la Gemara, du temps du Mishnah Berurah, on avait même le droit d'utiliser des tefilines sans demander la permission. Pourquoi? Parce que les gens ne faisaient pas attention, ça avait très peu de valeur. Les tefilines, pardon. Aujourd'hui, les tefilines, c'est quelque chose de grande valeur. Donc, c'est pas évident que la personne duquel je prends des tefilines me permet. Alors, si c'est quelqu'un, un ami que je connais et que je sais qui me permet, j'ai le droit d'utiliser des tefilines. Si je suis convaincu que quand je vais lui téléphoner, il va me permettre, je ne sais pas si c'est ici, ouais, c'est ce qui parle ici, ouais. Philo b'sholah shlomidat, c'est-à-dire, peut-être je me suis mal expliqué, donc tefilin, volé, on ne peut pas faire de bracha, mais chez Oulim, si je les ai empruntés, je peux. Maintenant, j'ai un ami, alors dans le temps de la Gemara, tout le monde était comme ça, qui permettait qu'on utilise leur tefilin. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que c'est la même chose, parce que les tefilines, ça vaut quand même 1000 euros, pour certains. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Ça dérangerait que quelqu'un qui vient et prenne des tefilines sans demander? Alors là, la halakha, elle est, si je suis convaincu qu'il me permet,
Alors, pour le tzitzit, ça ne servira à rien, parce qu'il me permet d'utiliser, mais il ne va pas me le donner. C'est pas le mien. Même ça, c'est pas évident, parce que peut-être que s'il l'aurait su, il me l'aurait donné, mais en principe, on peut faire la bracha sans demander. Il faut lui téléphoner et lui demander, tu me le donnes le tzitzit, maintenant, matlarzir. Pour les téphilines, j'ai le droit d'utiliser les téphilines sans permission, à condition de ne pas les déplacer de leur endroit. Pourquoi? Parce que nichal et inish de lavad mitzvah mamoné. Parce que je suis sûr que mon ami, il est satisfait du fait que j'accomplis une mitzvah par son argent, il a du mérite. Donc en principe, je n'ai pas le problème d'utiliser sans demander la permission. Mais si je sais qu'il ne permet pas, je ne sais pas si j'ai compris la mitzvah, c'est mitzvah ba'avera, et on n'a pas le droit de faire la bracha. Ouais, parce que c'est la bracha, c'est encore pire. C'est-à-dire la mitzvah, elle est annulée parce que c'est mitzvah ba'avera, et la bracha sera une bracha de vatala. C'est pas seulement une bracha de vatala, Hashem déteste une bracha pareille. Ceux qui volent pour faire des mitzvot, la Gemara a dit, ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui a volé des habits, il est invité chez le roi. Demain, j'ai rendez-vous avec le roi. Ouais, mais j'ai pas de beaux habits. Qu'est-ce qu'il va? Il s'en va voler les habits du roi et il vient devant le roi avec les habits qu'il a volés la veille. C'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un il vole de l'argent pour faire du mitzvah. Mais il vole de l'argent pour faire de la tzedaka. Il s'imagine que la tzedaka va lui faire donner ses fautes, mais il ne comprend pas que c'est l'inverse. Au contraire, il vient devant Akadosh Baruch Hu avec des habits qu'il a volés la veille du roi. C'est... Hein? Voilà. Nous, on sait que les tzitzit, c'est que les chiens, c'est Vayelachem. Ouais, Vayelachem. Il dit encore mieux, ouais. Même si, par exemple, quelqu'un a volé de son ami, des tefillin, chas v'shalom, et l'autre a désespéré, bien que la halacha, elle est... il dit même après le Yehush, on ne peut pas faire la bracha, mais s'il a vendu le tefillin à le Yehush, qui peut faire la bracha, et c'est une marloquette. Je vais expliquer une chose, une seconde. Voilà. C'est dit comme ça. La halakha est la suivante. Chas v'shalom, Réhouven a volé quoi que ce soit ton ami. Ouais. Même si la personne de laquelle on a volé a désespéré. Et normalement, désespéré, c'est considéré comme un abandon. C'est la raison pour laquelle si j'ai trouvé le trouvaille après que celui qui a perdu a désespéré, c'est à moi. Mais là, quand quelqu'un a volé, bien que l'autre a désespéré, il est obligé de rendre l'objet. Il n'est pas acquis l'objet. Mais si le voleur a vendu l'objet après que la personne volée a eu Yush, ouais, quelqu'un il a volé la montre, me volé une montre, quelqu'un a volé une montre, et la personne volée s'est dit, va il est bon, il n'y a aucune chance que je retrouve la montre. Le voleur est parti, il a vendu la montre à quelqu'un d'autre. À mon ami. Ouais. Et ensuite, je vois, écoute, cette montre, c'est la mienne. Ah bon, je ne savais pas. On vient chez le Bédine. Qu'est-ce que le Dayan va lui dire? Le Dayan, il va dire, eh ben, la personne qui a acheté, la montre lui appartient. Parce qu'il a acheté après que la personne volée a désespéré. S'il a acheté avant que la personne volée a désespéré, je vais devoir lui rendre l'argent. La personne qui a acheté, on parle dans le cas où il ne savait pas que c'était volé, hein. S'il savait que c'est du vol, c'est du recel, c'est comme le Rambam il dit, c'est encore pire que le voleur. Je pense qu'il ne savait pas. Il a acheté sincèrement. La nechai que Acharei Yehush, ça appartient à l'acheteur. La montre appartient à lui, de qui a acheté de telle personne. Et c'est au propriétaire d'aller attaquer en justice le voleur. Moi, j'ai rien à faire. Sauf si j'ai vendu moins cher, si j'ai acheté peut-être la montre moins chère que sa valeur, que c'est possible que la différence, il faudra donner au propriétaire, je ne me souviens pas de ça. Je ne me souviens pas. Ouais. Ça là. Mais si il n'a jamais désespéré, c'était une montre de collection qui savait que tôt ou tard, un de ces jours, il pourra la retrouver, et quelqu'un l'a acheté du voleur, et bien la montre est restée dans la propriété de la personne volée. C'est à lui, à l'acheteur, de rendre la montre au propriétaire, et c'est à l'acheteur d'attaquer en justice le voleur. Ça s'appelle Yehush Veshinu Yereshut. Quand il y a Yehush, désespoir, et Shinu Yereshut, changement de propriétaire, que la halakha elle connaît. Donc la montre lui appartient. La valeur, mais il faut toujours payer. Alors la question c'est qui va payer. Ouais. Moi j'ai acheté
du voleur sans le savoir, tu vas attaquer en justice le voleur. Mais si c'était avant Yehush, alors c'est à moi de rendre la montre, et c'est à moi d'attaquer en justice le voleur. Pour les téphilines, dans le cas où ça a été des téphilines achetés avant Yehush, ouais, alors c'est sûr qu'on ne peut pas faire la tefila, le Hatzaï Dechova, parce que c'est volé. Volé, ça ne m'appartient pas. Mais si j'ai acheté par hasard, quelqu'un l'a acheté des téphilines d'un voleur, les Achar Yehush, après que le premier, que le propriétaire a été Mikaesh, dans ce cas-là, les téphilines lui appartiennent. Alors, il va accomplir la mitzvah s'il les porte, parce qu'ils lui appartiennent. Mais il y a une grande marloquette, est-ce qu'il peut faire la bracha ou pas? Comme on a dit, parce que c'est quelque chose de volé, et Akadosh Baruch Hu ne supporte pas le vol, et il ne supporte surtout pas le vol dans la mitzvah. Ouais. Donc là, il y a une marloquette. C'est-à-dire, des fois, on achète des téphilines. Il faut pour ça faire attention. Aujourd'hui, c'est rare les gens qui volent les téphilines, parce que ce qui se passe, vous allez être étonnés, presque chaque paire de téphilines, elle est vérifiée par ordinateur. Et comme c'est du manuscrit, il n'y a pas deux parachiotes ou deux Sefer Torah qui sont les mêmes. Donc au fait, chaque centre a en mémoire des parachiotes. Donc si des téphilines ont été volés ou un Sefer Torah a été volé, c'est très facile. Il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 centres en Israël qui ont vérifié déjà le Sefer Torah. On leur redonne. De mémoire, l'ordinateur il reconnaît tel et tel Sefer Torah, je l'ai vérifié parce que c'est manuscrit, il n'y a pas de deux les mêmes. Ouais. Tel et tel Sefer Torah, j'ai vérifié à telle et telle date, il appartient à telle et telle personne, donc c'est très facile, c'est retraçable aujourd'hui. Tous les Sefer Torah, et à mon avis presque tout, je dis presque tout parce que je ne suis pas sûr, en tout cas toutes les téphilines de qualité, je précise de qualité, il y a une traçabilité, je peux facilement redécouvrir le propriétaire. Donc au fait, en principe, quelqu'un qui perd une paire de téphilines pareille, ou un Sefer Torah pareil, il n'a jamais fait Yehush, il ne désespère pas parce qu'il sait que tôt ou tard, on pourra retrouver le propriétaire. Et d'ailleurs, ça a provoqué qu'il y a moins de vols. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils savent qu'ils peuvent se faire attraper facilement. Donc c'est rare. Mais dans le temps où il y avait des risques de vol, il faut savoir que si on prend une paire de téphilines qui est volée, c'est très possible, même s'il y a eu Yehush, que même si on a accompli la mitzvah, s'il n'y a pas eu de Yehush, la mitzvah n'a pas été accomplie. Et s'il y a eu Yehush, le voleur, il faut savoir que de toutes les façons, la bracha est problématique. Mais bon, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de vols de Tashmiché Kedusha. Mais au moins, à cause de ce que je vous ai dit, mais au moins, il faut savoir que dans le temps, il y avait ce risque. Il faut savoir que c'est un problème.